Donc un homme est assis à une terrasse d'hôtel un matin, à l'heure du petit déjeuner, et on est au Portugal, c'est l'été, et il observe les clients et les clientes de l'hôtel qui sont assis et assises autour de lui, et il imagine leur vie. C'est un homme qui est là, on ne sait pas pourquoi, peut-être pour oublier un chagrin, c'est ce qui est diffus comme ça dans le texte. Et puis on apprend aussi à un moment qu'il est romancier, qu'il fait, dit-il, cet étrange métier qui consiste à inventer des histoires et à les faire lire aux autres. Mais c'est une chose qui passe comme ça. C'est surtout un regard sur le monde et une manière d'évoquer toutes sortes d'émotions, toutes sortes de parcours possibles de vie qui sont autour de lui. C'est quelqu'un qui est très poreux aux émotions de celles et ceux qui sont autour de lui. Et cette porosité-là, il me semble qu'elle est vraiment au cœur du geste d'écrire. Oui, c'est une manière de parler de toutes sortes de sentiments, de relations aussi, de relations sentimentales. Il y a plusieurs couples sur cette terrasse qui les vivent de manière différente. Il y a aussi la relation mère-fils qui va occuper une place assez importante à partir d'un certain moment. En fait, cette terrasse, elle fonctionne un peu comme un microcosme. Au début, on a la sensation d'une utopie, on a la sensation d'une bulle. Tout le monde est réuni là par le sentiment de l'été. Il y a quelque chose comme ça d'un peu presque utopique. Et puis, à mesure, en fait, on se rend compte que ce temps pour soi, cette bulle utopique des vacances, c'est aussi un moment dans lequel chacun et chacune se retrouve face à ses interrogations, à tout ce qui, pendant le temps de travail et de la vie collective et de la vie avec les amis, pouvait être comme ça un peu dissimulé dans l'action, dans la nécessité de l'action. Tout ça retombe et les sentiments sont exacerbés, les interrogations, les chagrins aussi, et c'est tout ça qui vibre sur cette terrasse. Et donc cet espace-là de la terrasse, à la fois, elle réunit des gens qui ne se connaissent pas, et à la fois, en ayant l'air de fonctionner comme une bulle utopique, elle devient comme une chambre d'écho de l'intime. Donc cet homme imagine les vies des clients et des clientes de l'hôtel, et parfois un mot fuse, quelque chose, une information lui arrive qui l'oblige à revoir ce qu'il avait commencé à imaginer. Donc il y a aussi un jeu là-dessus, un jeu sur les revirements, dans les interprétations de ces vies, où tout d'un coup une hypothèse est infirmée, se trouve infirmée, donc il doit se modifier son récit. Ça parle aussi de la façon dont, devant des inconnus, tous et toutes, on a cette propension à imaginer leur vie, à se faire une idée de leur histoire, même comme ça, c'est une idée intuitive. Et cette pulsion-là de l'imagination, le plaisir de l'imagination, voilà, c'est ça aussi que cet homme expérimente. Ces imaginations s'engouffrent dans le moindre détail, elles se développent, elles s'amplifient, et puis tout d'un coup un autre détail peut confirmer ou infirmer ce qu'il était en train d'imaginer. Donc il y a aussi plus, alors je ne veux pas trop spoiler, mais plus à une certaine table, les relations qui vont constamment être réenvisagées à partir d'indices successifs, qui font que là ça fonctionne aussi comme un suspense de ce qu'est l'histoire véritable, dont on s'approche de plus en plus en la corrigeant et en la complétant avec les informations qui arrivent. Et puis il y a aussi sur cette terrasse, c'est pas juste, il ne s'agit pas juste d'imaginer, d'inventer toutes ces vies, toutes ces vies qui parlent beaucoup d'expérience en fait. Il y a beaucoup d'expérience, beaucoup d'épaisseur comme ça de vie, mais il y a aussi des histoires possibles qui émergent à cette terrasse. Alors là aussi, je ne veux pas en dire trop parce que ça dépend de la façon dont on a interprété ce qui se passe à cette table, mais il y a aussi des rapprochements qui vont s'opérer sur cette terrasse, en particulier entre deux personnes, et puis aussi
il y a cette femme qui s'appelle Gloria, qui est venue avec son mari et qui exerce une grande attirance sur le narrateur, et aussi quelque chose là qui se tisse de possible entre eux. C'est un roman sur des expériences de vie, mais aussi un roman sur le plaisir de l'imagination. Cette imagination que cet homme développe à cette terrasse, mais qui est aussi évidemment au cœur du geste de l'écriture et au cœur du geste de la lecture. Donc on est rassemblés comme ça, vous et moi et cet homme, autour de cette question-là du plaisir d'imaginer, la façon dont nos imaginations peuvent s'engouffrer dans un détail, peuvent être troublées par une présence, et à partir de cette présence construire des histoires. Je ne sais pas comment les différents personnages me sont venus. Tout ce petit monde enfin, s'occupe de tout ce petit monde, le serveur, qui s'appelle Tiago, et qui lui est légèrement inspiré d'un serveur d'un hôtel portugais. Donc c'est le seul qui a un petit ancrage comme ça dans la réalité. C'est un homme qui a un petit ventre, qui a l'air d'un airbag qui le protège du monde, et à la fois qui a un regard très aigu sur la réalité. Donc il y a une espèce de double rapport de protection et de regard sûr. Et un personnage qui est ancré dans ce lieu, qui habite une maison proche, qui a toujours habité dans le village, et qui est revenu habiter la maison familiale au moment où son père a eu besoin de lui, puis le père est mort. Et ça parle aussi beaucoup, ce personnage-là permet aussi beaucoup de parler du rapport aux parents, du rapport à la maison familiale, de l'enfance aussi. Son enfance est beaucoup évoquée, de la manière aussi de vivre toujours dans le même espace, des désirs que ça crée, aussi de ce que c'est que de travailler dans un hôtel et d'avoir des informations sur le monde, sur les différents pays qui arrivent vers vous. Ce personnage de Tiago, il est très central. Et puis les autres personnages, donc il y a plusieurs couples, il y a une femme seule qui est venue avec un guide, qui est un guide matériel, et cet objet là aussi va déclencher une rêverie nostalgique, dans la mesure où maintenant avec le téléphone on n'a plus vraiment besoin de guide papier, et donc c'est un objet qui renvoie aussi le narrateur à sa jeunesse, à son enfance, et donc ça permet aussi de parler de ça, de la manière dont les objets ont changé autour de nous, dont la matérialité du monde change, et ce que ça crée en nous de profondeur aussi, de sentiment de l'épaisseur du temps qui passe. Et il y a aussi cette mère et son fils qui vont arriver un peu plus tard, une mère fragile, incertaine d'elle-même, dont on devine que c'était ce qu'on a appelé une mère célibataire, qu'elle a élevé cet enfant seul. Et donc il y a toute l'imagination aussi de qui était le père que ce fils ne connaît pas, est-ce qu'il désire le retrouver, est-ce que non, et aussi comment est-ce qu'on fait face à un grand-fils. Cette histoire-là des corps qui changent, qui est une histoire qui me trouble beaucoup. Quand on regarde une photo d'un enfant qui est maintenant adolescent ou adulte, ce corps-là a disparu, on ne le reverra plus jamais, et la mère elle est dans cette interrogation-là, c'est-à-dire qu'à la fois c'est son fils, elle le reconnaît absolument, et à la fois il est si différent, c'est un adolescent très un peu mal à l'aise dans son nouveau corps, qu'il est obligé de s'approprier, qui est encore un corps en transition, en métamorphose, c'est cette mue de l'adolescence. Et elle se demande comment construire une relation avec lui maintenant qu'elle ne peut plus le toucher. Et elle trouve que même si ça a toujours été difficile de construire une relation avec lui, c'est plus facile de pouvoir embrasser les pieds d'un bébé que de se retrouver face à un corps qu'on ne peut plus toucher. Donc ça parle aussi de ça, de la manière dont le corps de l'enfant est mangé par le corps de l'adolescent, qui sera mangé par le corps de l'adulte, mais aussi de tout ce que ça implique de reconfiguration de la relation parent-enfant, cette transformation du corps. Et puis plus tard encore, il y a un jeune homme qui arrive, qui écrit dans un carnet, et qui vient compléter un peu la galerie de portraits. Oui, des couples qui se font et qui se défont. Donc il y a ce jeune couple qui a l'air de penser que c'est pour toujours, et donc qui vrille le cœur du narrateur qui
qui se dit que la menace de la rupture plane forcément. Il y a un couple dont le narrateur ne comprend pas la langue et dont il imagine qu'il vient sans doute de Pologne, donc il va inventer toute la vie de cette jeune femme là-bas, dans la campagne polonaise, et le désir de partir pour la vie, peut-être le métier de fleuriste. Et ce couple-là est dans une relation au contraire plus pugnace, enfin, ils lui apparaissent comme deux boxeurs. Et c'est un couple pour lequel, au contraire, la possibilité de la rupture apparaît plus comme une libération possible, comme une ouverture, que comme une douleur. Et puis il y a le couple de Gloria et de Marc, enfin, on va entendre leur prénom à partir d'un certain moment dans l'histoire, et où là, il y a plus la possibilité de la rupture plane d'une manière plus diffuse, un peu douloureuse. Elle invite à parler aussi de la question du manque de confiance en soi, de ce que la confiance en soi, la manière dont la confiance en soi peut aussi être mise en péril dans le couple. Et donc ce personnage de Gloria qui touche beaucoup le narrateur est plutôt construit à travers ses interrogations. C'est un couple qu'on sent au bord de la rupture, et avec tout ce que ça signifie à la fois de douleur, mais aussi de libération, d'ouverture vers des possibles. Enfin, voilà, tout ça qui se trouve envisagé, toutes ces émotions contradictoires. Ça parle aussi beaucoup, comme tous mes romans, des émotions contradictoires qui peuvent nous traverser à chaque instant. Voilà, de la manière dont rien n'est jamais simple et dont on peut être partout à la fois d'envies différentes, mais aussi d'émotions différentes, comment chaque événement peut a un avers et un revers, et beaucoup plus que ça encore, de la complexité de ce qui nous agit et de ce qui est beau aussi dans cette complexité. Et puis ça parle aussi de la capacité qu'on peut avoir à comprendre des vies qui sont différentes des nôtres, à la fois parce qu'il existe sans doute toujours des points d'intersection, des points communs, que c'est toujours le même genre d'émotions qui nous traversent, mais plus ou moins, qu'en fait les différences entre nous sont plutôt quantitatives que qualitatives. C'est plutôt la quantité de telle émotion ou tel type d'émotion qui nous différencie que la qualité des émotions, que leur essence en fait. Et l'empathie dans laquelle cet homme se trouve sur cette terrasse, voilà, parle aussi de cette manière dont on peut entrer en relation à travers cette compréhension. Et ce geste-là, qui est un geste qui me paraît fonder le geste de l'écriture, le geste de la romancière en tout cas que je suis, qui est un geste qui est essentiel dans la société. Si on pratiquait plus souvent, on ne vivrait pas ce qu'on est au bord de vivre, ou ce qu'on aura peut-être déjà vécu quand cette vidéo paraîtra. Et c'est aussi au cœur de l'expérience de la lecture, la question de l'empathie. C'est ce que vous faites quand vous lisez, de vous mettre à la place d'eux. Et c'est aussi un roman qui parle de ça, où cet homme se met constamment à la place d'eux, comme je me mets à la place d'eux quand j'écris, et comme vous vous mettez à la place d'eux quand vous lisez. Oui, le narrateur est un homme, comme souvent dans mes romans, enfin les deux autres romans à narrateur, c'est un homme, et souvent dans mes romans, le personnage central est masculin. Pas dans La vie est faite de ces toutes petites choses, où c'est une astronaute, mais dans les autres. Et ici, enfin, je pense qu'il peut y avoir toutes sortes de raisons différentes. Il y a le fait que écrire, c'est aussi justement se mettre à la place d'eux, c'est aussi s'autoriser à entrer dans d'autres espaces. Ça me permet aussi d'avoir un narrateur homme, de me sentir plus libre, comment dire, par rapport à la question de la pudeur, de me sentir plus libre de lui attribuer des sentiments qui pour partie peuvent être les miens, donc ça me permet de me découvrir plus peut-être qu'avec une narratrice avec laquelle j'aurais peur qu'on me confonde absolument, et peut-être je me restreindrais dans ce que je dis de ma vision du monde. Donc à la fois ça me libère, ça me permet de dire plus de moi paradoxalement, et puis à la fois ça construit
comme ça, comme un filtre aussi, un autre regard. Et ça m'intéresse d'aller voir ailleurs, justement, d'ouvrir. Et aussi peut-être de faire trembler le fait que le regard n'est malgré tout peut-être pas si différent, le regard féminin, le regard masculin. On les crispe beaucoup dans des différences qui sont construites. Et j'aime cette idée d'aller vers, j'aime cette idée aussi, dans le roman on se déguise aussi. Mais on se déguise dans le bon sens, et on ne se déguise pas pour se cacher, au contraire on se déguise parce que se déguiser c'est une autre manière de dire ce qui est absolument essentiel. Donc dans Western, on enfile la panoplie du cow-boy pour parler du traumatisme, de la solitude, de ce lonesome qui est attaché à cette étiquette de cow-boy et qui a une version aussi existentielle. Dans l'évaporation de l'encre, on met le kimono pour parler de la fugue, de ce que les Japonais appellent l'évaporation, des pulsions de fugue, de la douleur de ceux et celles qui restent à la maison. Ce déguisement que permet le roman, c'est quelque chose qui est jouissif, qui est ludique, et en même temps qui permet d'atteindre le cœur et l'essentiel. Et donc, j'aime me déguiser en narrateur plutôt qu'en narratrice, où j'aurais l'impression de moins me déguiser. Peut-être de m'exposer plus, mais du coup de dire moins. J'aime cette liberté-là. Voilà. J'aime être un narrateur pour à la fois, pour dans l'amusement du déguisement, en fait, m'autoriser à aller plus loin dans ce que je dis dans ce que j'essaye de dire des émotions qui nous traversent et qui nous traversent tous et toutes. Donc il y a effectivement moins d'adresse au lecteur direct. Alors, si j'entre dans la question de la fabrication du roman, en fait, c'est tout simplement parce que, à part Plus rien que les vagues et le vent et Love Hotel, qui sont aussi des romans à la première personne, d'habitude, j'écris à la troisième personne. Et donc, la troisième personne, on est toujours trois. Vous, le personnage ou les personnages, le monde de la fiction, et moi. J'ai une place, et donc je peux m'adresser directement à vous. Et j'essaye de construire une relation avec vous, parce que les vivants dans tout ça, c'est vous et pour l'instant moi encore. Et tandis qu'on est bien d'accord sur le fait que ce qu'on raconte est imaginaire et que c'est à travers cette imagination qu'on va se rencontrer, vous et moi, personnes réelles. Cette construction-là, à trois, elle disparaît évidemment dans le roman à la première personne, puisque je et cet homme, et que donc je, Christine Montalbetti, n'a plus sa place de manière aussi directe. En même temps, j'ai ma place au sens où vous savez que c'est moi qui écris et pas cet homme. Donc c'est une place très bizarre, c'est une place très secrète, la place de l'autrice derrière le narrateur à la première personne. Par exemple, c'est vraiment pour entrer dans le détail de l'écriture, la première page, cet homme entend des mots américains, du coup ça déclenche des espèces de visions de l'Amérique qu'on peut avoir tous, un petit peu une vision commune, et dans son énumération, à un moment, il cherche quelle vision commune on peut avoir de l'Amérique, et dans cette énumération j'avais écrit « Aidez-moi ». Et puis je me suis dit que ça intervenait trop tôt, ce « aidez-moi » dans le roman, parce qu'il était un peu curieux. Cet homme n'est pas en train d'écrire cette histoire, il ne s'adresse à personne, il n'a pas non plus d'interlocuteur. Donc ce « vous » apparaissait un petit peu tôt. Il n'était pas réaliste, il me disait trop tôt que c'était moi qui avait envie de vous convier et de vous demander de m'aider à trouver des images de l'Amérique partagées. Donc je l'ai supprimé, j'ai hésité, je l'ai laissé un moment et puis je l'ai supprimé. Mais plus tard, un peu plus tard, je m'autorise ces adresses parce qu'on le sait bien, qu'au fond tout ça est un roman et que la réalité de vous et de moi demeure, même avec ce narrateur de fiction. Et puis il y a une autre manière effectivement aussi d'embarquer les lecteurs et les lectrices qui est de vous convier à ces imaginations de cet homme sur cette terrasse. Alors, effectivement, à travers aussi les peut-être, qui sont une manière
de faire enfler les fictions, de les développer, ce peut-être auquel je vous associe, et effectivement aussi des on pourrait penser que qui nous associe encore aussi, vous et moi, et cet homme, dans ce processus de l'imagination. Donc il s'agit toujours malgré tout de, même s'il y a moins d'adresses directes, d'imaginer ensemble. Et c'est ça qui est, pour moi, qui est jubilatoire dans le fait d'écrire. C'est aussi cette idée-là que ce que je commence à imaginer dans mon coin, ce que je fais comme ça très manuellement et artisanalement du bout des doigts sur le clavier, après va construire des imaginaires que vous allez réactiver, qui ne sont rien tant que vous ne les réactivez pas, et que vous allez réinventer les images, en fait, avec vos propres images qui vont être pour partie les miennes et pour partie faites aussi de ce que vous avez vécu, des lieux que vous connaissez, des visages que vous connaissez, des corps que vous connaissez, et qui font que tout ça, au bout du compte, au moment de la lecture, c'est vraiment un processus d'imagination collective. Et donc ça, c'est vraiment une chose que j'ai chaque fois envie de célébrer, en fait, à l'intérieur même du texte.